Bonjour tout le monde. Donc, je vais juste laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Mais merci d'être avec nous cet après-midi et merci à Culture Outaouais d'organiser cette activité. Moi, je m'appelle Scott Simpson. Je suis le cofondateur du média numérique Le Pressoir et je suis ravi d'être ici avec vous cet après-midi. Ceci, c'est comme j'ai mentionné, c'est une activité qui est organisée par Culture Outaouais. Et on tient à remercier les fonds d'appui au rayonnement des régions créés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, ainsi que le ministère de la Culture et des Communications, qui ont permis la réalisation d'événements aujourd'hui. Faut dire que ces dernières semaines, on a vu plusieurs nouvelles initiatives numériques voir le jour, des festivals qui se sont convertis en festivals numériques. On a vu des résidences virtuelles comme au Centre d'artistes Diamond. Il y a eu des belles associations comme le partenariat entre les sections de balcon et la Brasserie du Bas-Canada. On a eu les concerts à porté dans la municipalité de Chelsea. Bref, on a eu plusieurs exemples de très belles initiatives. Par contre, aujourd'hui, Culture Outaouais tenait à souligner quelques initiatives qui ont été particulièrement inspirantes. Une initiative, c'est un parfait exemple d'adaptation et de transmission dans ce virage numérique. Un autre, c'est comment rassembler sa communauté de façon virtuelle et surtout gérer une activité de financement pendant cette période. Et la dernière, c'est comment intégrer le numérique dans sa pratique créative et comment collaborer virtuellement. Avant de commencer, on va juste vous donner quelques consignes. Donc, nous sommes en mode webinaire, qui veut dire on ne voit pas votre caméra et vos micros sont déjà en mode sourdine. Les intervenants vont avoir des courtes présentations, mais l'événement est quand même de façon plus participative. Donc, on va y avoir une période de questions après chaque intervention et à la fin, il va y avoir une section panel où on va rassembler tous les invités à discuter ensemble. Vous aurez deux façons de participer et de poser des questions. Pendant les interventions, vous pouvez utiliser la fonction chat et mettre vos questions. Moi, j'essaierai soit de poser la question pendant la présentation ou pendant la période de questions. Si vous préférez poser votre question de vive voix, vous pouvez attendre à la fin, à la section panel. Il y a une fonction qui est lever la main, raise hand. Et nous, on va pouvoir voir que vous avez levé votre main. On va ouvrir votre micro et vous pourrez poser votre question de vive voix. Cependant, cette présentation est enregistrée et va être rediffusée. Donc, si vous décidez de poser votre question de vive voix, sachez que votre voix va être dans l'enregistrement. Ensuite, ceci va être présenté sur la page Facebook de Culture Outaouais. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de participer tout au long ou vous manquez une section, vous pourrez le réécouter par après. Ça devrait durer environ 90 minutes et se terminer vers 15h30. Donc, sans plus tarder, je vais introduire nos premiers invités. D'abord, on va y avoir Julien Morissette et François Larivière de Transistor Média. Allô, Julien. Salut, Salut. François. Donc, Julien Morissette est un concepteur, réalisateur, animateur et musicien. En 2017, il a cofondé le Festival de la radio numérique Transistor ainsi que la boîte de production Transistor Média. Il est responsable pour les séries balado comme L'heure de radio McGargle, Proxémie, Signal Nocturne, Synthèse et Labrosse Wellington. Bonjour Julien. Salut Scott. On a François Larivière qui est monteur et mixeur sonore ainsi que le directeur technique chez Transistor Média. On lui doit d'ailleurs le succès de la série Synthèse, la conception sonore et l'habillage musical de la série Signal Nocturne et le montage des projets L'heure de radio McGargle et Proxémie. Bonjour François. Salut Scott. Donc, le 30 avril et 1er mai dernier, le Festival Transistor a dû pivoter vers les Internets. Donc, lors de cette édition très spéciale, qui s'est déclinée en 3 événements distincts, qui a été diffusé en direct sur Facebook Live et enregistré à distance via la plateforme Zoom sur laquelle on se retrouve présentement. Donc, je vais vous inviter à nous parler un peu de l'expérience justement de cette version numérique du Festival Transistor et comment ce virage numérique va se représenter dans le futur de votre entreprise. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Scott. Je vais m'occuper de la première partie de cette présentation. François va embarquer dans l'aspect plus technique, mais sachez que Transistor, c'est vraiment un travail collaboratif. C'est un organisme, comme Scott le disait, qui a été
fondée en 2017, qui travaille avec beaucoup d'artistes de la communauté, beaucoup de travailleurs culturels. On a des partenaires dans presque tous les champs d'activités culturelles, même dans le patrimoine, dans les institutions muséales. Donc, pour nous, cette collaboration-là est super importante et je tiens à dire que c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui de pouvoir vous parler de tout ça et de partager nos expériences, nos réflexions, ou si ça n'a pas été toujours facile dans les dernières semaines, comme pour tout le monde. Donc, on est très transparent, très ouvert à vous parler de comment on a vécu ça. Ce que je propose de faire, donc, c'est de vous présenter comment est né Transistor, parce que c'est un festival de radio numérique, et comment aussi on en est arrivé à faire cette version plutôt numérique cette année. Donc, je vous fais une petite présentation de ce qu'est Transistor. Euh, donc, qu'on a présenté en direct cette année, on était plutôt habitué à faire un festival qui était en personne. Tu sais, on s'entend qu'en 2017, on avait un chapiteau sur la rue Laval. On a reçu La soirée est encore jeune, qui était la tête d'affiche du festival cette année-là. Donc, on a des foules, je vous dirais, qui varient de petits événements d'une cinquantaine de personnes à des événements plus grand public devant 500 personnes. Et la raison pour laquelle Steven Boivin et moi, on a fondé le Festival de la radio numérique Transistor en 2017, c'était vraiment pour rassembler des communautés autour de la radio. Parce que souvent, dans le podcast, dans la balado-diffusion, on parle de communautés de niche qui se rassemblent déjà sur le web, sur les plateformes numériques, qui entrent en contact avec des créateurs de contenu et qui souvent aussi créent des communautés autour d'une passion commune, d'un sens de l'humour commun. Et nous, on voulait sortir la radio des studios. Surtout la radio numérique. On a invité des créateurs et on le fait depuis 2017 d'un peu partout au Québec et en Ontario pour venir présenter devant le public, venir donner des formations, venir discuter et surtout rencontrer ce public. Et cette année, on en était à la 4e édition sous la direction générale de Marie-Hélène Frenette-Assad, qui était aussi responsable pour la 3e édition en 2019. Et bon, on devait annoncer notre programmation le 12 mars et c'est cette journée-là, on dirait que tout a explosé. C'est le point tournant de la COVID où on a commencé à parler de fermeture d'écoles, de salles de spectacle. C'est vraiment dans cette semaine-là, c'est arrivé le jour même. Donc, c'est dans l'après-midi du 12 mars où on devait faire ce dévoilement de programmation au fabuleux bar Le Minotaure dans le Vieux-Hall que, on a dû prendre la décision nous-mêmes d'annuler parce qu'on ne voulait pas faire un rassemblement dans les paramètres et dans le contexte de la COVID. Et les médias, justement, ont commencé à en parler assez rapidement des répercussions possibles de la COVID. Puis, tu sais, ça, c'est le 12 mars. Là, ça fait quelques mois seulement, ça fait 3 mois et j'ai l'impression que ça fait 3 ans tellement que le temps passe vite. Donc, rapidement, on a dû réfléchir et c'est Boris Proulx, un des membres de notre équipe à Transistor, qui est aussi sur le comité organisationnel, qui a eu le réflexe en premier de faire, OK, qu'est-ce qu'on fait numériquement par rapport au festival? Là, on est 1 mois et demi avant le festival qui se tient du 30 avril au 1er mai et il y a eu beaucoup de discussions au sein de notre équipe à savoir quels sont les scénarios possibles. Est-ce qu'on annule complètement? Est-ce qu'on en fait une version différente? Est-ce qu'on reporte? Vraiment, tous les scénarios étaient sur la table parce que le Festival Transistor rassemble des gens comme je vous disais, un peu partout dans la province, autant les participants que les artistes. Et rapidement, on a pris cette décision d'offrir, c'est Marie-Hélène en tant que directrice générale qui offrait aux participants qui tâtaient un peu leur intérêt pour voir si ça pouvait les intéresser de participer à une version en ligne, à un mini-festival Transistor. Et c'est la conclusion qui, rapidement, a fait en sorte qu'on a présenté le 30 avril et le 1er mai 3 petits événements parce qu'on se disait ce serait absurde qu'un festival comme Transistor, le Festival de la radio numérique, ne puisse pas être présenté d'une façon numérique, d'une quelconque façon. Donc, on a pris cette décision-là assez tard, début avril, et on a dû gérer plusieurs embûches. Là. Je pense, entre autres, aux partenaires financiers privés qui ont été un peu plus frileux dans même si on avait des ententes signées, il y a des partenaires qui se sont retirés. Il y a des artistes aussi qui étaient moins à l'aise de présenter une formule Zoom ou en ligne, et ça, on n'a vraiment pas insisté. On voulait
respecter les limites que ces personnes-là ne voulaient pas franchir. Donc, on a concocté une petite programmation avec les gens qui ont bien voulu y participer. Il y a eu La vie secrète des libraires qu'on a présenté le jeudi soir avec plusieurs centaines de gens qui regardaient l'événement en direct. Il faut dire que La vie secrète des libraires, c'est une balado-diffusion de la Fabrique culturelle de Télé-Québec qui est produite à Montréal et en Montérégie, qui met de l'avant la parole des libraires, des auteurs, des gens qui sont des chroniqueurs littéraires. Et ça va chercher quand même une niche intéressante. On a décidé d'adapter l'événement qui devait être une écoute devant public avec une session de questions-réponses en faisant écouter le balado en exclusivité aux gens qui se branchaient. Donc, c'était les premiers à l'entendre et il y avait les participants de cet épisode. Donc, Jean-Philippe Barry-Guerrard, qui a écrit le roman Sport et divertissement, qui est l'objet de cet épisode. Catherine Brunet, la comédienne, qui a inspiré le personnage principal, la protagoniste du livre, une libraire aussi qui s'est jointe à nous, et Dominique Tardif, qui est le producteur au contenu, qui est aussi un journaliste culturel qui écrit pour Le Devoir et qui travaille ici à Radio-Canada, qui lui avait participé à la production de cette série, de cette saison 2 de La vie secrète des libraires. Et François a eu l'excellente idée, lorsqu'on planifiait la diffusion de l'événement, de garder les caméras ouvertes parce que c'est quand même particulier, étant donné que toutes les initiatives en direct qui sont nées depuis le début de la COVID sont vraiment axées sur les diffusions en direct, comme ce qu'on fait en ce moment. Donc, la portion visuelle est ultra importante, mais nous, on travaille dans le son. C'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant. Donc, on a décidé de faire cette petite mise en scène grâce aux prouesses techniques de François et de garder les caméras ouvertes pour qu'on puisse voir les réactions de tout le monde durant la diffusion. Et ça, je vous dirais que ça a été une belle surprise. Ça a été une façon d'expérimenter avec l'opportunité qu'on avait d'avoir tout le monde dans son salon, de voir les vêtements de Catherine Brunet et la bibliothèque de notre libraire, puis de rentrer un peu dans cette intimité-là qui est si chère aux gens qui aiment les balados. Donc, ça a été un événement assez heureux dont on a eu beaucoup de feedback positif. On parle de 7500 personnes qui ont regardé cet épisode-là sur la plateforme, sur Facebook Live, finalement. Il y a eu, comme le disait Scott tout à l'heure, un matin de l'industrie qu'on a organisé avec Culture Outaouais qui était composé de conférences qui étaient peut-être plus réservées aux gens de l'industrie, mais auxquelles des gens du grand public aussi ont participé. Et l'autre événement de tête d'affiche, c'était une carte blanche de Catherine Etier avec les humoristes Charles Beauchesne et Alexandre Forêt, qui ont décidé d'adapter la carte blanche qu'ils devaient présenter à Transistor à l'invitation de Marie-Hélène en version Zoom. Donc, même chose, lecture de fiction d'un récit loufoque, là, très propre à Catherine Etier, si vous la connaissez, dans son ton humoristique sauté, avec Charles et Alexandre qui étaient en direct chacun dans leur chambre à coucher avec leur micro. Puis ça a vraiment bien été autour de 6 500 personnes qui ont pris part à l'événement. Ce qui est quand même surprenant dans les proportions parce que je vous dis très honnêtement qu'on s'attendait à ce que ce soit peut-être plus l'événement des humoristes qui a du succès plutôt que l'événement des libraires. Mais en tout cas, tout ça pour dire que des fois, ça peut nous surprendre le public qu'on va chercher avec les niches comme celle de la littérature et du public de Jean-Philippe Barry-Guerrard et surtout les gens qui sont abonnés à la Fabrique culturelle parce que la Fabrique et Télé-Québec sont des partenaires en or de Transistor et on trouve qu'ils font un super boulot aussi de communication de réseaux sociaux. Donc, ils sont allés chercher les bons publics, les bonnes personnes pour qu'on ait une auditoire à cet événement-là. Et on sentait vraiment cette fébrilité-là de gens qui nous écrivaient autant sur le chat de Facebook qu'en privé. Et nous, ça nous a comme redonné une espèce de kick par rapport au festival et une façon de percevoir l'avenir différemment parce qu'on va en être à notre 5e édition l'année prochaine et on s'est dit, bon, les apprentissages qu'on en tire, qu'on en tire vont peut-être et
fort probablement, je vous dirais même, nous inspirer et changer notre façon de faire dans les prochaines éditions, parce que là, on allait chercher une communauté vraiment plus large, des gens qui ont peut-être pas toujours les moyens de se déplacer jusqu'à Gatineau pour le Festival de la radio numérique qui se passe sur 3 jours. Donc, on allait parler à d'autres gens. On a utilisé l'auditoire du Festival Transistor pour pousser des projets comme celui de la vie secrète des libraires. Et déjà, dans notre conception de notre festival pour l'année prochaine, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait reproduire de cette expérience-là dans le live stream? Il y a même des gens qui sont entrés en contact avec Boris Prou, notre collègue du Paris Podcast Festival, pour savoir comment on avait fait, comment on pouvait peut-être faire un lien interatlantique, transatlantique avec eux pour les prochaines éditions, parce qu'il y a ce nouveau festival de podcasts à Paris qui a quand même une parenté avec Transistor. Donc, ça nous a ouvert à des possibilités vraiment intéressantes pour les prochaines années du festival, comment élargir l'auditoire, comment montrer ce qui se passe ici et tout en gardant cet aspect-là un peu spécial de se rassembler autour du médium radiophonique qui est souvent plus privé, tu sais, qui est peut-être plus intime dans l'écoute de balado. Il faut encore un peu défendre pourquoi on fait un festival de radio numérique devant un public, mais dans toutes les circonstances et les succès des dernières années et avec les apprentissages du Festival numérique cette année, bien, je pense que vraiment, on en tire de bonnes conclusions. Il y a eu, comme je vous disais tout à l'heure, des défis, il y a eu des périodes de stress et de grande angoisse parce que, veut pas, on essaie de mettre de l'avant un savoir-faire avec des outils audio numériques et la pression revenait donc sur notre directeur technique, François Larivière, qui, du jour au lendemain, comme Marie-Hélène, qui était directrice générale du festival, a dû refaire un événement complètement différent. Puis à un certain moment donné, Marie-Hélène nous disait, ben moi, c'est pas à ça que je m'attendais nécessairement. Donc, il y a eu une grosse gestion quand même du changement et de déstabiliser notre équipe. Et ben, on a pris les contacts et les outils nécessaires pour pouvoir y arriver et présenter un festival dont on est vraiment fiers grâce à la collaboration de Culture Outaouais, de la Fabrique culturelle, de d'autres partenaires, Vision Centre-Ville, la Ville de Gatineau aussi, qui nous a vraiment appuyés dans ces démarches-là parce qu'on était vraiment au début de la crise. On était le premier événement public dans le calendrier de la Ville de Gatineau qui était financé. Donc, on a dû faire ce saut-là dans le vide, ne sachant pas quels seraient les partenaires publics et privés qui allaient embarquer dans l'aventure en disant, ben nous, on vous a vendu un festival en personne qui rassemble des gens, qui attire des touristes dans notre région, qui remplissent les hôtels, mais finalement, on fait ça sur Facebook Live. Donc, à beaucoup d'égards, ça a été une adaptation, mais le résultat est vraiment positif. Donc, ça a été pour Transistor toute une adaptation, même dans les outils de production. Et ça, c'est François qui va vous en parler. Mais nous, on a aussi adapté et il y a eu un travail qui s'est fait en amont avant le 30 avril pour pouvoir développer les bons outils pour que la qualité soit au rendez-vous. Donc, François, ça ne te rappelle pas trop des mauvais souvenirs? C'est cette adaptation-là technologique. Ça a été stressant, mais ça a été vraiment. Je pense qu'on s'est vraiment unis à travers cette urgence-là. Puis je pense qu'il n'y a pas une personne en tant que telle que tu peux pointer du doigt puis tu peux dire voici cette personne, c'est celle qui a fait que cet événement a pu se produire. Je pense que tout le monde, notre groupe à Transistor puis nos partenaires nous ont vraiment supportés puis on a vraiment trouvé une façon que ça fonctionne ensemble. Je pense tout de suite à Lévi Marquis, que vous connaissez sûrement, que c'est sûrement dans la région, qui est il fait de la vidéo légère et il travaille en télévisuel. Puis lui, il m'a vraiment aidé. En fait, c'était à Culture Outaouais qui avait donné une conférence sur la mise en onde de diffusion sur Facebook Live. Je l'avais suivi parce que c'était justement dans cette crise-là que c'est arrivé cette conférence-là. Donc, justement, j'ai appris de Lévi. Puis après ça, j'ai eu des discussions avec lui pour savoir comment j'étais pour mener à bien l'événement. Puis Lévi m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Puis comme je vous conseille de vous entourer, si jamais vous avez à faire des événements comme ça, je vous conseille de vous entourer de bonnes personnes puis de personnes qui vont c'est ça, de bonnes personnes, dans le fond. Plus techniquement, ce que j'ai utilisé, moi, évidemment, c'est la plateforme Zoom parce que
dans l'urgence comme ça, je pensais pas que c'était le bon moment d'aller fouiller sur, essayer de trouver d'autres plateformes qui m'auraient aidé d'une autre manière. Je connaissais Zoom déjà, je savais qu'on pouvait partager les écrans, je savais qu'on pouvait qu'on pouvait voir tout le monde dans un mode galerie, tout ça. Fait que je me suis dit, bon, ben Zoom, ça va être la bonne plateforme. Puis Lévi m'a beaucoup aidé aussi. Il m'a dit, oui, je pense que ça a du bon sens. La seule affaire que je trouvais que les limites de Zoom, c'était que je ne pouvais pas mettre de visuel plein écran ou peut-être un super ou un sous-titrage pour nommer les participants, tout ça, je ne pouvais pas le faire avec Zoom, ou du moins vraiment difficilement. Donc, ben, en faisant mes recherches, puis en discutant avec mon équipe, on s'est penché sur le logiciel OBS Studio. On a fait un guide de tout ça. Donc, si jamais vous ne retenez pas tout ce que je vous dis, on a un guide, fait qu'on va pouvoir le partager plus tard. Fait qu'on s'est penché sur cette plateforme-là. Puis dans le fond, cette plateforme-là, ce que ça m'a aidé à faire, c'est d'aiguiller, en fait, la mise en onde vers le Facebook Live. Donc, j'utilisais Zoom comme une source parmi tant d'autres. Je peux avoir aussi des images intégrées puis tout ça. Et ça faisait le chemin. OBS Studio, c'est ça, fait le chemin aussi avec Facebook Live et c'est totalement gratuit. Donc ça m'a vraiment, vraiment beaucoup dépanné. Les choses aussi qu'il a fallu regarder vraiment attentivement, c'est que vu que tous nos participants sont à distance, il a vraiment fallu s'organiser sur, bon, est-ce que tout le monde a le matériel qu'il faut? Est-ce que tout le monde a une connexion Internet qu'il faut aussi? Parce que même si le micro, il est cher puis il sonne bien, s'il y a une mauvaise connexion Internet, tu ne comprends pas la moitié de ce qu'il dit, ça fait une diffusion beaucoup moins solide. Nous autres, on voulait vraiment s'arranger pour que ça soit compréhensible. Fait on a vraiment, puis il y a aussi des sites Internet qui testent la connexion des gens. Donc, on a vraiment regardé tout ça. Puis pour ce qui est de la diffusion en tant que telle, on a même des cas précis. On avait commencé à faire ça avec Signal Nocturne, une balado-diffusion qu'on fait en partenariat avec Télé-Québec. Avant ça, on avait commencé déjà à envoyer des micros USB chez les gens. Puis ça, c'est des micros super faciles. En fait, c'est un branchement et puis ça agit comme carte de son. Donc, c'est un micro vraiment déjà intégré. Là. Il y a le volume dessus, puis tu dis à Zoom que c'est ça que tu veux, entrer puis sortir, puis le tour est joué. Il y a même, une sortie d'écouteur intégrée. Là. C'est vraiment super facile d'utilisation. Puis tu sais, quand même, puis je t'interromps Ouais, là-dessus, François, je ouais. pense que c'est important qu'on le souligne. La collaboration et la communication avec les autres participants est comme ultra importante. Puis pour ça, il a fallu faire beaucoup de travail en amont. Ça a pris, quand on s'est décidé début avril qu'on préconisait cette formule-là, ben François commençait déjà à sauter sur le téléphone, à s'assurer qu'on avait le bon équipement, mais que les personnes qui allaient recevoir cet équipement-là aussi étaient à l'aise à collaborer avec nous puis à trouver la meilleure solution parce qu'une des valeurs fondamentales de Transistor, c'est la qualité sonore. Ouais. Et ce n'est pas tout le monde non plus. Et ce n'est pas toutes les initiatives COVID qui mettent le son de l'avant beaucoup dans, que ce soit des lectures ou des sessions live. Ce n'est pas tout le monde qui met autant d'énergie peut-être que nous, puis ça, on ne l'impose pas à tout le monde, mais les gens qui travaillent avec nous, c'est super important. Dans 99% des cas, ça s'est bien passé. Je pense que dans notre expérience de Signal Nocturne et du Festival Transistor, il y a une personne qui était peut-être moins convaincue que le son était important, puis mais finalement, cette personne-là, on l'a évacuée du portrait parce que mais pour nous, c'est ultra important de faire les tests, de prendre le temps de le faire. Les gens devaient répondre à François. François les appelait, il prenait le temps de vérifier tous les branchements en amont, une semaine avant et aussi une heure avant de faire l'événement. Donc, pour ça, dans la collaboration et le partage de connaissances, ça commençait là. Mais aussi le guide dont François parle, c'est son initiative à lui. François a décidé ce guide donc, que vous voyez en ce moment a décidé de concert avec Alexandre Mercier, notre designer graphique, de mettre en page et de l'envoyer à tout le monde qui voulait bien avoir accès à ces informations parce que
pour nous, en tant qu'organisme à but non lucratif qui met de l'avant l'art audio et la pratique en radio numérique, c'était super important qu'on puisse partager ces connaissances-là. Donc, tout le temps, l'énergie qu'on investit là-dedans, on voulait le partager. On se fait demander ce guide-là encore et encore et euh, ça nous a, encore une fois, recentré sur la mission et les valeurs de notre organisme. En ce moment, on fait la même chose pour un guide des bonnes pratiques de santé publique pour nos productions parce que le studio de Transistor est resté ouvert durant toute la pandémie parce qu'on est un média, un service essentiel et on a eu des permissions de pouvoir, tout en respectant la distanciation physique, on a pu continuer à produire. Là, on recommence ces jours-ci à sortir, à recevoir des gens dans notre studio ici dans le Vieux-Elmer. Donc, on fait ce guide qui est partagé avec tous nos collaborateurs, invités, artistes qui travaillent avec nous, très, très inspirés, encore une fois, que François a préparé, inspiré du guide de la CNESST pour la production audiovisuelle. Donc, ça rassure les gens autour de nous. Puis ça, on l'envoie à de nos collègues et amis qui ont des studios ou d'autres boîtes de production de balado. On leur dit, ben nous, on a investi du temps, de l'énergie et on a payé un graphiste pour nous faire un petit guide. Tu sais, partagez-le, vous pouvez vous l'approprier. Donc, on trouve que c'est super important de partager ces connaissances-là, nos bons coups, nos moins bons coups, qu'est-ce qui représente un défi. Puis ça, évidemment, on veut en parler avec les autres producteurs numériques, puis on est toujours ouvert. On reçoit, toutes les semaines, on reçoit des courriels de gens qui ont besoin d'un accompagnement pour des productions audiovisuelles, qui veulent avoir les conseils de François sur quel équipement acquérir, avec quoi travailler, poser des questions, des fois super précises, des fois super globales. Mais pour nous, dans cette espèce de transformation-là numérique qui a été accélérée par la COVID, ben, on avait peut-être une petite longueur d'avance parce qu'on travaillait déjà avec ces outils-là. Donc, c'est le moment pour nous de partager ça avec les gens qui travaillent dans le milieu de la culture et dans le milieu communautaire et dans d'autres milieux. Et veut pas, ça fait en sorte qu'on s'est fait de nouveaux alliés durant les dernières semaines, depuis le 12 mars, depuis l'annonce qui n'a pas eu lieu du festival. Et veut pas, en quelque sorte, en ce moment, on est comme dans une espèce de nouvelle phase de croissance parce qu'avec ses partenaires et les nouvelles initiatives et le numérique qui est plus concrètement mis de l'avant au sein des instances qui nous financent, ben, il y a de nouvelles opportunités. Donc, pour nous, on a trouvé ça difficile à certains égards, mais ça crée de nouvelles opportunités. Et ça, on est très heureux de pouvoir être prêt à sauter sur des projets, de nouveaux projets de création numérique, et souvent en co-création avec des gens qui sont issus de milieux qui ne sont pas traditionnellement dans une pratique numérique. Tu sais, je pense à la littérature et aux arts vivants, qui sont deux secteurs avec lesquels on fait beaucoup d'alliances en ce moment. Bien, on est prêt à faire ça et on sent cette ouverture-là au sein de ces communautés-là. Donc voilà l'histoire de Transistor 2020. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, François, de ce beau témoignage. Et aussi, justement, dans le chat, on a Hélène Giroux du Festival des écrivains de Wakefield de la pêche qui dit 1000 merci, puis que c'est très généreux de votre part et apprécié d'avoir partagé cet outil. Même chose de Richard Tardif du Chœur classique de l'Outaouais qui vous remercie du partage de votre expertise et qui sera en contact avec vous. Génial. Moi, j'avais quelques questions. Présentement, il n'y en a pas dans le chat, mais si vous avez des questions que vous aimeriez poser maintenant, sentez-vous à l'aise de les mettre dans le chat. Je porterai attention. Là, vous avez mentionné que ça a pris beaucoup de travail en amont. Combien de temps pensez-vous qu'il était nécessaire pour pouvoir exécuter le festival que vous avez exécuté? On n'a pas eu assez de temps, en fait. Puis, tu sais, il faut comprendre que le 12 mars, on a comme compris qu'on n'aurait pas le même festival qu'au départ. Ensuite, ben là, c'est du temps de comme réflexion de qu'est-ce qu'on fait. Puis une fois que la décision a été prise, une fois que la programmation a été refaite, ensuite, je suis rentré dans le lot pour mener à bien ce festival-là. Fait qu'il restait peut-être quelques semaines avant le festival. Fait que C'était 2 semaines environ, deux très semaines. concentrées dans lesquelles tu as travaillé. Fait que ça Fait s'est fait de façon accélérée. Puis le plus gros du temps, c'était moi qui textais les gens de Transistor en panique, genre 5 minutes d'avis. Tu peux-tu faire un test Zoom?
C'est vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites des tests, faites des tests, faites des tests. Sur Facebook Live, c'est possible de faire des tests en ne partageant uniquement, en partageant votre vidéo seulement avec vous-même. Donc, tu sais, tu peux décider qui voit ta vidéo. Tu fais moi-même. Moi, je pense que dans la semaine avant le festival, je pense que j'avais 57 vidéos de juste moi qui me voyais en train d'essayer des affaires. Puis ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, tu arrives armé le mieux que tu peux, puis ensuite, ben, tu sais, comme advienne que pourra, mais au moins, tu seras préparé. Puis, fait que, tu sais, j'ai passé des 12-13 heures de jour à essayer de figurer, puis de passer mon temps sur Google puis YouTube, à essayer de voir qui a fait quoi. Puis c'est pour ça que je pense que c'était important de partager ce Ouais. guide-là. C'est que moi, il y a des gens qui m'ont aidé sur YouTube, il y a des gens qui m'ont aidé sur Google. Je me suis dit, comme, ben moi, je veux faire partie de ça aussi. Je veux faire partie de ce mouvement-là. Je veux redonner aussi parce que je sais que ça va arriver, là. Les gens vont en avoir besoin de ces connaissances-là, puis on ne veut pas les garder à nous, ça, on veut les partager. Tu sais. Puis honnêtement, je dirais qu'un un de mes meilleurs souvenirs déjà de cette crise-là, parce qu'il y a eu des beaux moments d'humanité et d'amitié, mais je me revois avec François dans le studio de Transistor avec des micros, des fils, des adaptateurs, 8 consoles, le téléphone branché à faire tous les tests possibles, à essayer YouTube, Messenger vidéo, Skype, à faire toutes les plateformes, à essayer tous les branchements. Puis, par moment, c'était vraiment, on était un peu désespérés parce qu'on essayait de trouver des nouvelles façons de travailler, autant pour le festival que pour la balado Signal Nocturne. Puis, les deux expériences en croisée nous ont permis d'apprendre plein de choses et à parler à plein de gens dans plein de situations différentes. Mais j'ai senti encore une fois en accéléré cette espèce d'innovation et nous, ça a élargi nos horizons et nos compétences. Et c'est le contexte de la crise puis notre volonté d'offrir un festival coûte que coûte. C'est ça, comme disait François, on n'a pas calculé nos heures, puis on s'est pas dit, on n'a pas baissé les bras en se disant, bon, ben nous, d'habitude, on fait un festival comme ça, puis on ne veut pas le changer. C'était important d'avoir une forme de leadership dans le milieu numérique en se disant, ben, on va développer les outils nécessaires, puis on pourra parler de nos apprentissages par la suite. Là, vous avez mentionné certains des outils que vous avez utilisés. Donc, on parle bien de Zoom, OBS Studio, Facebook. Y avait-il d'autres outils que vous aviez considérés puis que finalement, soit faute de complexité technique ou qu'un manque de fonctionnalité que vous n'avez pas utilisé? En fait, une fois que je me suis branché, je me suis dit, c'est avec ça que je vais travailler. J'ai été vraiment chanceux. Il n'y a pas eu une fois que je me suis dit, ah non, ça ne fonctionne plus, il faut que je change. Je te dirais qu'un problème majeur que j'ai rencontré, puis encore là, je l'explique dans le guide, c'est que le lien audio ne se faisait pas au début entre Zoom et OBS Studio. Il a fallu que j'aille chercher sur Internet quelqu'un qui m'a dit, essaye une carte de son virtuelle pour faire le lien, pour faire le pont entre les deux plateformes. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à trouver la solution. Mais à ce point-là, je pensais changer carrément ma façon de faire. Puis finalement, ben, ça a bien marché. Mais ouais, il y a eu plein de pépins techniques comme ça, des petites affaires que tu te dis, mon Dieu, ça se peut pas que ce soit si simple, que ce soit juste ça. Mais finalement on a trouvé juste avant. Je pense qu'on 2 jours avant le festival, j'étais solide. Fait qu'avant ça, c'était vraiment des erreurs. Il y a des outils qu'on utilise encore, mais dans d'autres applications qu'on a appris. Je pense à Source Connect, qui Oui. est une espèce de Zoom audio, mais d'une grande qualité, dans lequel tu peux enregistrer de ton côté et que la personne en régie, donc François, peut enregistrer, qui permet de faire le lien. Il y a différentes plateformes, différentes options de Source Connect, mais qui nous permet de faire des sessions d'enregistrement à distance, donc dans une qualité de son optimale. On a essayé ça. Il y a des outils aussi simples que comment dire ça, là, mais le Telos, entre autres, qui est une boîte qu'on a au studio qui permet d'avoir une qualité sonore d'une ligne téléphonique de la plus grande qualité possible. Donc, ça, on a fait des tests à travers ça, tous les branchements possibles. Puis, de trouver le bon micro aussi, le Apogee HypeMic, qui est un micro qui coûte environ 460 $, un micro USB, qui a une très bonne qualité dans l'application qu'on en fait. Et souvent, c'était demandé aux gens aussi de se cacher en dessous d'une couverture ou dans leur garde-robe pour limiter l'écho. Là. Mais ça aussi, ça a été dans nos tests. On en a fait plusieurs tests. On a essayé des modèles dans des nouvelles applications là,
là, il y a 2 semaines, François et moi, on s'est installés avec 7 modèles de micros différents qu'on avait commandés à une compagnie pour s'assurer de la meilleure application possible pour les projets qu'on a à faire dans ce nouveau contexte numérique et COVID. Donc, c'est ça, c'est constamment de l'essai-erreur, puis on apprend, comme je disais, beaucoup de choses là-dedans. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ah, puis on demande, c'est quoi le nom du micro encore? C'est C'est fait. un... Vas-y. Vas-y, François. C'est fait par la compagnie Apogee. Ça s'appelle Hype Mic. HYPEMIC. Parfait. Ben, on va l'écrire aussi, puis à la fin, on va partager ces ressources-là avec tout le monde. On n'a pas de Moi, cote, j'avais on vous d'autres questions à te garantit, là, poser. c'est objectif. Là. On n'est pas commandité. Oui. Moi, j'avais d'autres questions à vous poser, mais on commence à avancer dans le temps, fait que je vais les réserver pour le panel à la fin. Donc, je vous remercie encore pour le partage. Honnêtement, ça a été fort intéressant. Il y avait beaucoup de choses, des questions que j'avais déjà planifié poser, que finalement, vous avez répondu lors de votre présentation. Donc, parfait. Donc, maintenant, on va passer à une autre initiative et on va vous revoir à la fin pour le panel. Merci encore, Julien. Merci encore, François. Donc, maintenant, notre deuxième intervention, ça va être par Amélie Blanchard. Donc, Amélie Blanchard est la fondatrice et la présidente du Festival de la fibre Twist. Amélie, d'abord, était une productrice en médias interactifs et en documentaire depuis 1999. Elle avait travaillé avec les grands joueurs médiatiques comme Urbania, Radio-Canada, Télé-Québec. Elle a gagné également 5 prix Gémeaux, un prix Boomerang et un prix Numix. Mais c'est en 2011 qu'elle se lance en événementiel et fonde le premier festival de la fibre textile au Québec qui s'appelle le Festival Twist. Si je ne m'abuse, je pense que c'est également le seul au Canada. Donc, pour l'édition 2020 qu'on a reportée finalement en 2021, le festival a adopté un virage web pour le party virtuel du printemps, qui était les 1er et 2 mai derniers. On a eu près de 200 personnes qui y ont participé. Ils ont adopté ce qu'on appelle une formule payez ce que vous pouvez, mais ça a quand même réussi à ramasser 10 000 $ pour soutenir les opérations de l'organisation et du festival. Bonjour, Amélie. Salut Scott! Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va super bien, merci. Écoute, moi, j'étais déjà un grand fan du festival. J'ai encore justement sur mon frigo un de vos pamphlets que vous aviez fait qui avait comme un effet doré sur le nom Twist que j'ai trouvé excellent. Votre visuel a toujours été très beau. Mais là, c'est ça, cette année, ça a dû faire un virage assez rapidement. Parle-moi-en un peu. Ben nous, en fait, pour aider au financement du festival, on fait des activités de financement. On en fait 2 dans l'année. Le festival a lieu au mois d'août, mais à l'automne puis au printemps, on fait des retraites où on invite 50 à 80 personnes à venir passer une fin de semaine vraiment dans une bulle avec nous. On a des artisans, des enseignants qui donnent des ateliers toute la fin de semaine, puis on se regroupe ensemble. Ça nous permet de financer le festival. Donc, quand la pandémie est arrivée, bien, on a dû annuler cette activité-là qui va être du 1er au 3 mai. Donc, il y a une des enseignantes qui a dit « Mais pourquoi on ne ferait pas une activité virtuelle? » Donc, on adapte tout notre contenu pour le rendre virtuel. On a eu 21 jours là, pour monter cette activité-là. Quelle tournure ça allait prendre? On était une équipe de 10 personnes à peu près pour monter ça. J'ai contacté Culture Outaouais assez vite au début de mon projet parce que je savais qu'il y avait plus de connaissances de Zoom que moi, puis voir c'était quoi les limites, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Fait que ça a été vraiment bénéfique de travailler avec Isabelle. Fait que c'est ça, on a fait à peu près une quinzaine de rencontres, toute l'équipe ensemble, puis il y a peut-être le petit côté beauté de la pandémie, c'est que tout le monde était disponible. Tout le monde était à la maison, là, fait qu'il n'y avait pas de problème, tu sais. On s'en fout, tu as tes enfants derrière toi qui crient, là, mais... Donc, la thématique de cette retraite-là, c'était la durabilité. Donc, l'éco-fashion, slow fashion. Puis, c'est de voir comment on allait amener tout ça pour faire une activité qui allait durer 24 heures. Donc,
24 heures. On a dormi, là, quand même une nuit. Fait que l'activité a commencé le vendredi. On a fait une table ronde sur le sujet de la durabilité. Puis on avait des panélistes. En fait, nous, notre communauté est anglophone et francophone, donc il fallait vraiment avoir deux chaînes où travailler en relais. Donc, on a eu des panélistes, mettons, de Winnipeg, de Toronto, du Québec qui parlaient du sujet. Après ça, on avait des Québécois qui parlaient du sujet aussi. Puis ensuite, on a eu un moment en chanson. On a une teinturière, Amélie Pébédard, qui chante extrêmement bien. Fait qu'elle a sorti sa guitare. Elle nous a chanté Alléluia de Leonard Cohen avec toutes nos caméras ouvertes. On pleurait. C'était magnifique. Puis le lendemain, le samedi, on avait une journée complète d'ateliers qui étaient donnés. Donc, on avait une chaîne francophone, une chaîne anglophone. Puis là, on a eu un petit bug le samedi matin parce qu'on a réalisé que tu ne pouvais pas faire rouler 2 webinaires avec un seul compte, en fait. Fait que là, Isabelle, qui est en train de prendre son café, je l'appelle en panique. Elle nous prête un compte, on part un webinaire. Donc là, tous nos enseignants donnaient des cours d'1 heure chacun. Puis c'était tout, comme on ne pouvait pas sortir de chez nous, il fallait que le cours qu'on donnait, ce soit des choses qu'on pouvait faire avec des choses qu'on a à la maison. Donc, on a une tricoteuse qui est aussi illustratrice. Elle a fait de la démonstration d'aquarelle, mais avec du make-up ou avec tout ce qui traite sa peinture pour les enfants, etc. Puis c'était magnifique. On a fait un atelier sur comment faire ses propres encres botaniques avec des restants de table ou des restants de cuisine. Oui. Préparer ton tricot. Une formation sur quoi faire avec les laines que tu as à la maison, comment les doubler, les travailler pour faire des projets que tu as. Fait que c'était vraiment, le contenu était vraiment fort, c'était vraiment super agréable, puis on avait vraiment la participation du public, puis on a complètement oublié la COVID là, pendant 24 heures. Puis la dernière activité qu'on a faite, c'était un encamp. Donc, on avait 2 animatrices complètement loufoques qui faisaient l'animation. Je pense que ça a duré 3 heures. Là. Donc, vendaient des objets, puis les gens utilisaient le lever la main du Zoom pour miser. Donc, tous ceux qui étaient intéressés gardaient leur main levée jusqu'à ce que, finalement... Le prix soit trop cher. Ouais. Fait qu'on a réussi vraiment à récolter pas mal de sous qui vont nous aider, dans le fond, à faire des prochaines activités virtuelles. On voulait tester le marché, un peu voir si les gens allaient être au rendez-vous. Puis ça a été vraiment un moment magique où les gens se sont, veut pas, rapprochés. C'est une communauté quand même assez loner, le textile. Tu es tout seul chez toi en train de tricoter. On a besoin de se voir. Puis à ce moment-là, je pense psychologiquement aussi, c'était assez difficile comme moment. Puis, on souffre d'anxiété, de stress, tout ça. Donc, ça a vraiment... ça a été vraiment bénéfique, en fait. Quel pourcentage des activités que vous aviez planifiées pour la retraite avez-vous été en mesure de convertir en activités numériques, finalement? Toutes. Toutes? OK. Est-ce que ça a été quand même une grande adaptation de faire le switch au numérique? Est-ce que l'activité a eu lieu comme vous l'auriez planifié en personne ou est-ce qu'il y a eu des modifications à faire quand même? Bien, c'est quand même une communauté qui est très à l'aise devant la caméra parce qu'ils font tous des lives sur Facebook ou sur Instagram pour vendre ou faire connaître leurs produits, leurs passions. Fait que côté aisance à la caméra, ça allait bien, mais on a quand même on a eu les services de Sébastien Lavallée, qui est photographe vidéaste aussi à Gatineau. Puis lui, c'était notre styliste Zoom. Fait qu'on a fait des sessions de travail avec chacun des intervenants pour s'assurer qu'il y avait les bons angles de caméra. Puis il y en a qui étaient aussi à 2 caméras. Fait que comment on allait, parce qu'il faut montrer là, ce qu'on est en train de faire.
Fait qu'on a vraiment bien préparé tout le monde pour qu'ils se sentent confiants ou à l'aise, puis que la technique soit pas c'est vraiment un problème, là. Mais ça ressemble un peu à ce que François disait plus tôt, qu'il y a eu quand même un certain niveau de coaching aux participants pour que le produit soit le meilleur possible. Donc, vous, est-ce que vous aviez comme un directeur technique qui s'occupait de l'ensemble des choses ou vous avez tout un peu partagé les tâches? Ben, ça a été beaucoup Sébastien Lavallée. Puis, pardon, quand on se rencontrait en équipe sur Zoom, on pratiquait tous ensemble des choses. Puis pendant l'événement, on était 3 au service technique là, pour aider les gens qui n'arrivaient pas à se loguer ou ne comprenaient pas ce qui se passait. Fait qu'on on a été là pour les gens. Là, ça s'est bien passé. Puis est-ce que c'était rediffusé sur d'autres plateformes ou c'était vraiment, fallait que tu sois participant puis fallait que tu sois sur Zoom pour pouvoir participer? Nous, c'était un événement live. En fait, les artisans, les enseignants n'étaient pas à l'aise qu'on rediffuse ou qu'on revende ce contenu-là. C'était vraiment comme ça se voulait une bulle spéciale, comme nos retraites qui sont toujours un moment intime là, qu'on vit. Mais là, on a eu vraiment plus de... Normalement, une retraite, c'est 50 à 80 personnes. Là, on a eu comme presque 300 personnes qui se sont inscrites. Un niveau de participation, 250 personnes. On a eu des gens de Vancouver, de la France, de l'État de New York. Fait que, on avait vraiment... La communauté était vraiment bien répartie. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez vécu de cette expérience-là que vous n'auriez pas vécu en retraite plus traditionnelle en personne? Je pense que comme l'équipe a réussi à être plus proche parce qu'on était vraiment là avec chacun des enseignants pendant qu'ils enseignaient. Moi, je m'occupais de la chaîne anglophone. Je mettais dans le chat les informations importantes qui étaient discutées pendant tout ça. Mais c'est tout vraiment comme le travail en amont, là, comme disait François. C'est vraiment ça qu'on n'arrive peut-être pas à vivre quand on fait une réelle retraite. Là, on est trop occupé à gérer les repas, les activités. Ouais. Puis le positif, Justement, est-ce qu'il y a des éléments que vous pensez que vous voulez recréer pour les éditions futures ou est-ce que ça va vous aider à faire peut-être des virages différents pour les éditions futures? ben, côté retraite, on s'est dit que ce serait peut-être une belle opportunité de faire des retraites virtuelles et des retraites en personne parce que ça permet à pas mal plus de gens de participer qui ne pourraient pas participer à cause du coût ou parce qu'ils sont loin, ils ont des enfants. Puis pour le festival, on est en train de monter une nouvelle structure, puis on explore vraiment des nouvelles façons de travailler, là. Mais c'était de l'apprentissage. Moi, je viens du domaine de la télé, fait que c'était comme de monter un show de télé en 3 semaines. Mais là, je veux vraiment pousser la qualité visuelle, qu'on ait des sous-titres. Puis comme on est une communauté bilingue, il faut que j'ai des traducteurs, si j'ai des conférenciers. Fait que là, c'est de voir comment on va pouvoir avoir des traducteurs simultanés pendant notre événement aussi. Puis, mettons, le Festival Twist, c'est aussi des exposants, plus que 120 exposants. Fait que c'est comment est-ce qu'on recrée ça de manière... pour que ça fonctionne bien. Il y a un événement à New York, en fait, Vogue. Eux, ils font le Vogue Knitting Live dans plusieurs États à chaque année. Puis, c'est une équipe, un staff de 50 personnes, fait qu'ils sont super organisés, puis ils ont réussi à créer comme un virtual knitting show. Donc, on les suit, comme là, ça se passe aujourd'hui, ça commence, là, je vais pouvoir comme un peu explorer, voir comment ça fonctionne leur atelier, etc. Puis là, le modèle que vous avez appliqué cette année, qui était Pay What You Can, fait que les gens, dans le fond, il y avait pas, c'était tout à contribution volontaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez aux éditions antérieures de vos retraites ou c'est la première fois que vous essayez ce modèle-là? En fait, non, une retraite, c'est entre 400 et 800 $ pour participer. Donc, c'est pas il faut que tu aies un peu de moyens pour pouvoir aider le festival.
Fait que là, la formule Pay What You Can, il y en a qui ont donné 5$, il y en a qui ont donné 200$, c'est vraiment... puis tu pouvais redonner plus là, si tu avais comme ton expérience. C'était vraiment, comme c'était un test, un prototype, il fallait que ce soit vraiment bon, là, que j'avais Oui. moi-même. Mais en fait, les gens étaient beaucoup plus généreux que ce à quoi je m'attendais. Là. Puis si vous comparez justement, parce que dans les deux cas, ça a toujours été une activité de financement, est-ce que vous voyez la possibilité que ça pourrait être plus payant pour vous de le faire en formule numérique versus ce que vous auriez fait en termes de retraite, ou ça ne s'équivaut pas vraiment? Non, je pense que c'est plus payant de faire en formule numérique. On n'a pas... c'est juste plus demandant peut-être en temps. Tous nos professeurs, en fait, tous nos enseignants qui sont là habituellement, nos artistes, eux, ils sont là sur une base volontaire. Donc, quand on a fait cette activité-ci, on l'a fait, tout le monde travaillait bénévolement. Par contre, c'est en échange de vivre aussi la retraite, le lieu, c'est un manoir, la bonne bouffe, tout ça. Donc, peut-être que dans les prochaines versions, il faudrait comme rémunérer, en fait. Je pense que ça pourrait devenir équivalent. Ma seule peur en ce moment, c'est qu'il y a le Zoom fatigue. Là. Les gens commencent à être un peu tannés d'être devant leur écran. On se déconfine tranquillement. À suivre. Là, c'est de voir... je pense qu'il faut que je baisse mes attentes par rapport au taux de participation, peut-être. OK. Là, si je ne m'abuse, tu avais une vidéo promotionnelle de votre activité que tu aimerais présenter. Oui, on a fait un petit 30 secondes. Il n'y a pas de clip sonore parce qu'on n'a pas eu la chance de le faire, mais c'est juste pour vous donner visuellement une idée de ce à quoi ça a l'air. OK, parfait. Bien, je vais demander à Isabelle de Culture Outaouais de nous partager vite fait la vidéo. Puis ensuite, je serai de retour avec Amélie. Très cool. Moi, j'ai travaillé en événementiel aussi, puis je sais à quel point ça peut être épuisant faire de l'événementiel. Est-ce que c'était le même niveau d'épuisement après un événement virtuel, tu crois? Ben, je pense fois 1000 parce que on était tous confinés. Moi, c'était ce côté-là. Je ne pouvais pas célébrer avec des gens. On ne pouvait pas être humain. C'est vraiment une communauté humaine. Là. Pour moi, c'est vraiment important. C'était le challenge aussi de faire un événement comme ça. Puis est-ce qu'on va être capable de recréer comme cette espèce de rapprochement entre les gens? Puis finalement, oui, là, la réponse a été vraiment positive, même si on était en virtuel. Mais c'est ça, ouais, le après, il est toujours dur. Je veux pas. Ouais. Ouais, il faut vivre un mini-deuil, je pense, après chaque événement, parce que justement, c'est tellement de temps, d'énergie. Puis là, ça arrive, c'est fini, puis c'est comme si rien n'était. Oui, tu vis un high, là, veux pas. Puis je suis pas quelqu'un qui cherche les highs dans la vie, de faire de l'événementiel, je trouve ça malade mental. Complètement. C'est comme tu travailles 1 an pour une fin de semaine. Ce que le virtuel amène, c'est qu'on peut peut-être étirer, faire des choses, alimenter notre communauté un peu plus pendant l'année, puis avoir des liens encore plus forts. Là. Puis ce qui est, en tout cas, nous, Est-ce que tu crois que... Non, excuse, vas-y. Ce que j'ai trouvé beau pendant l'événement, c'est une communauté très Instagram, là, fait que tout le monde se fait des selfies
en train de tricoter devant leur écran, puis il faisait comme un petit peu beau, fait qu'ils étaient dehors avec leur verre de vin. Fait que c'était vraiment beau. En tout cas, sur notre Instagram, vous pouvez aller voir là, les gens qui ont mis des photos, le fun. Là. Ben justement, dans le chat, on va vous partager le lien vers le site web du festival. Comme ça, vous pouvez soit soutenir leur mission, voir les activités qu'ils ont faites dans le passé et aussi planifier l'année prochaine. Puis à ce moment-là, on partagera aussi les liens envers les médias sociaux. Puis là, toi, est-ce que tu crois que ton background en production télé a été un atout pour ce virage-là que tu as fait cette année? Ben, j'ai des réflexes d'organisation, de coordination. Moi, j'étais producteur, t'es comme l'espèce de directeur en arrière du projet qui s'assure qui facilite les choses pour tout le monde. Fait que j'ai pu vraiment laisser faire mon travail, laisser tout le monde travailler. Puis on faisait tout ça sans stress financier parce qu'on faisait ça bénévolement, tout le monde. C'est sûr que ce côté-là, c'était un petit peu plus smooth. Parce qu'on a tout, dans le fond, nous, on a perdu tout notre financement. On n'a plus de commanditaires. On a la SODEC, Tourisme Québec, qui donne une portion des sommes, mais c'est vraiment pour garder la tête hors de l'eau pendant l'année. Puis toutes les initiatives numériques qu'on fait, ils nous permettent pas d'utiliser ces fonds-là pour ça. Fait qu'en ce moment, on est en recherche de financement pour les prochaines activités qu'on fait. Puis est-ce que tu crois que ça va peut-être aider en termes de transformer les programmes de financement pour qu'ils soient peut-être plus flexibles? À cause que je sais que pour ceux qui ne travaillent pas en événementiel, quand tu fais une demande de subvention en événementiel, les paramètres sont comme très particuliers et très spécifiques. Tu peux pas juste avoir une enveloppe d'argent pour payer n'importe quoi, sauf si c'était le festival de Montgolfière de Gatineau. Mais pour le reste d'entre nous, là, quand on travaille en événementiel, c'est très, très, très spécifique. Puis là, on réalise que beaucoup de ces programmes-là sont très mal adaptés pour pouvoir utiliser ces fonds-là en numérique. Est-ce que toi, ce serait quoi comme ta suggestion, soit aux bailleurs de fonds ou aux gens qui se cherchent des sources de financement, justement? Ben, je pense qu'il faut être plus créatif là, par rapport à comment on monte nos projets. Mais c'est sûr, ça devrait ouvrir la porte à plein de choses. Moi, mon seul cheval de bataille en ce moment, c'est que je suis en région, je suis dans la MRC Papineau, on n'a pas encore la fibre optique. Fait que de ma maison, j'ai pas de signal cellulaire, j'ai Internet avec un satellite. Donc, on peut pas travailler comme il faut que je me loue un bureau dans le village où il y a Vidéotron pour que je puisse avoir une connexion suffisante pour travailler à distance. Fait qu'il faut que la technologie suive les babines. Mettons. On peut pas juste je peux pas juste dire on va faire du numérique, mais il faut que la technologie soit accessible de partout au Québec. Là. On est vraiment en retard. Là. Fait que ça, c'est mon prochain cheval de bataille dans ma région en ce moment. OK. Puis on a une question dans le chat. Véronique Grondin demande, est-ce que vous croyez que le cercle des adeptes de la fibre s'est agrandi et est-ce que ça serait relié directement au contexte de la pandémie? Ben, peut-être pas parce que pour qu'ils s'agrandissent, il faut avoir des nouvelles connaissances. Des fois, il faut suivre des ateliers. Puis c'est plus facile des fois en personne d'apprendre à tricoter ou faire des choses. Mettons, les cercles de fermières, les locaux sont fermés. Je sais pas. Je pense que la communauté s'est rapprochée parce qu'on veut parler de laine puis on veut acheter de la laine. Là, mais c'est... Ben, je ne sais pas, mais je ne suis pas certaine. Ben, de toute façon, je pense souvent ce qui arrive, c'est par après qu'on voit l'effet. À cause que, tu sais, là, en ce moment, il y a peut-être aussi, tu sais, on l'a vu avec faire du pain à la maison, là, il y a comme un intérêt soudain, mais c'est pas nécessairement un intérêt soutenu. Mais là-dedans, il va y avoir du monde, effectivement, qui vont probablement continuer dans cette avenue-là. Donc, on verra l'année prochaine, il y a combien de gens qui veulent se présenter au festival Twist.
Toi, y a-t-il d'autres choses que tu voulais mentionner avant le panel de fin? Ben, c'était vraiment le fun de te parler, Scott. Ben, merci à toi, Amélie. Je souhaite bon succès pour la suite de cette année. J'ai hâte à l'année prochaine. Puis de toute façon, on va se reparler ici à la fin. Justement, j'avais des questions parce qu'il y a un beau lien à faire entre vous et Transistor. Je sais que vous avez créé ensemble un balado les dernières années. Fait qu'on pourra en parler un peu plus au panel à la fin. Merci encore, Amélie. Merci. Et donc, on y va pour notre dernière présentation. Là, on y va vraiment avec l'angle d'artiste. On va parler à Jean-Sébastien Côté. Jean-Sébastien Côté, salut Jean-Sébastien. Salut Scott, Il ça est va? un musicien, compositeur, concepteur sonore et son travail est intimement relié à celui du metteur en scène Robert Lepage. Il a en fait composé ou conçu l'environnement sonore de la quasi-totalité de ses créations depuis 1999. On a gagné 2 fois le prix Gaston-Roux, le prix Elliott Norton Award for Outstanding Design et le prix des critiques de Toronto. Mais toi, ça fait longtemps que tu as déjà intégré les outils de collaboration numérique avant même que la pandémie commence. Là, ça te permet de collaborer sur plein de projets tout en restant résident d'Ottawa-Gatineau. Donc, tu es toujours résident de la ville d'Ottawa-Gatineau, de la région, je sais. Absolument. Je suis de l'autre côté de la rivière, fait que Gatineau all the way, Vieux-Hall represent. Mais là, je suis plus dans le Vieux-Hall, c'est pas vrai, fait que mon chandail n'est pas pertinent. OK. Je pense qu'une fois que tu été au Vieux-Hall, tu es Vieux-Hall forever. Fait que je pense Exact. que tu as le droit de te le... OK, merci. Là, toi, dans le fond, le télétravail, c'est rien de nouveau pour toi. Ben non, en fait, disons que justement, quand j'ai déménagé mes pénates dans la région, ça a tout de suite commencé parce que je dois avouer que je pense qu'avant l'année passée, ça fait maintenant 7 ans, 8 ans qu'on est ici, ma femme et moi. Et puis, je pense qu'avant l'année passée, je n'avais jamais travaillé pour une compagnie ou un organisme d'Ottawa. C'est peut-être pas vrai. Je suis très mauvais dans les dates, alors peut-être 2 ans, là. Mais les 5, 6 premières années, j'ai continué à travailler avec tous mes clients, si on veut, ou tous mes confrères à Montréal ou à Québec. Fait que déjà, je passais quand même beaucoup de temps à la maison à travailler sur mon matériel avec quelques voyages, quelques périodes de création, que ce soit à Québec ou à Montréal ou à Toronto. Mais je passais quand même beaucoup de temps à la maison à envoyer des fichiers, recevoir des affaires. Les gens m'envoyaient des captations d'enchaînement, des choses comme ça. J'ai fait des disques avec des musiciens qui étaient aux États-Unis, 2 en fait en Nouvelle-Angleterre, puis un autre à Londres. Disons que pour ceux qui ne sont pas familiers avec la façon de produire des disques de nos jours, dans le monde de la musique, c'est très commun de travailler sur une piste, l'envoyer à quelqu'un par email ou par Dropbox ou WeTransfer ou whatever. Puis la personne rajoute quelque chose, nous renvoie la session, joue avec ça. Fait que ça, ce genre de choses-là, c'est assez commun. Mais il est arrivé quelque chose. Ouais, on ne veut pas briser le cœur de personne, là, mais comme tous les featuring populaires que vous connaissez, habituellement, ces artistes ne se sont jamais rencontrés. Exactement, tout à fait. Fait que, comment était Lady Gaga? Never met her. Ouais. Mais c'est ça. Mais disons que c'est ça, c'est assez normal dans la vie d'un compositeur ou d'un musicien, particulièrement pour quand on fait de la musique pour la scène, de pas nécessairement être aux enchaînements. C'est sûr que quand tu es à Montréal, puis l'enchaînement se passe en après-midi, tout le temps, tu y vas, c'est bien plus fun être présent en salle parce que tu as le pouls des gens, puis tu parles de plein de choses qui n'ont pas nécessairement rapport avec ce que tu vas voir, mais qui peuvent nourrir ta création. Mais de recevoir des fichiers vidéo pour me recaler des cues, par exemple, j'ai longtemps fait ça avec Ex Machina parce que quand des spectacles partent en tournée, par exemple, Les Aiguilles et l'Opium ou 887, au départ, la mécanique du spectacle, tout ce qui est le côté scénographique, c'est un apprentissage pour tout le monde. L'équipe technique, Robert, c'est lui qui est sur scène, ou un autre acteur, si c'est quelqu'un d'autre. Par exemple, Les Aiguilles et l'Opium, il y a beaucoup de jeux de harnais. Le comédien est suspendu dans les airs, puis là, des fois, il ne l'est pas. Fait qu'à chaque scène, il faut enlever cette affaire-là, remettre ça. Bon, puis c'est pas le genre de choses que tu as envie de faire en vitesse. Quand il est harnassé, il faut pas qu'il tombe. Il y a des choses au début qui prennent 25 secondes pour faire une transition, mais 3 mois plus tard, c'est rendu 15 secondes.
toute la musique que tu as faite pour ça, ben là, les bons cues n'arrivent pas vraiment au bon moment. Alors, c'est le genre de choses, des réajustements qui se font que pendant longtemps, j'ai fait de la maison, en fait. Parce que pendant une certaine période de ma vie, j'opérais les spectacles, je partais en tournée avec la compagnie, mais plus depuis assez longtemps, plus maintenant. Alors, l'opérateur ou l'opératrice qui prend ma place, dans le fond, dans la salle pour manipuler le son, fait une captation vidéo. Puis on m'envoie ça, me dire des affaires qui ont changé. Puis là, ben, moi, je reprends la piste que j'avais, puis je l'adapte à la nouvelle, au nouveau timing, puis à la captation que j'ai reçue. Mais ça, j'ai fait ça depuis assez longtemps. Mais il y a quelques années, en fait, ma fille a maintenant 4 ans et demi, fait que ça fait exactement 4 ans. Il s'est produit quelque chose d'assez rigolo parce que, en fait, je collabore avec une compagnie qui s'appelle Atomic 3, qui est une compagnie qui fait dans les installations multimédia et interactives, je devrais dire. Et puis, il y avait un projet qui se montait, puis c'est des amis à moi, puis on aime ça travailler ensemble, on a la même méthode, c'est facile pour nous de travailler ensemble. Puis là, ben, ils voulaient travailler sur une nouvelle affaire. Puis là, ben, les dates de ce genre de projet-là changent tout le temps. On ne sait jamais quand ça va se passer. Puis tout à coup, ben, c'est arrivé que c'était au mois de, je pense, décembre, novembre-décembre. Puis là, ben, ma fille venait de naître. Puis au début, c'était comme, ah ben oui, c'est sûr, j'avais oublié c'était quoi avoir un enfant. Je dis, oui, oui, je vais pouvoir travailler, je vais aller à Montréal. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que c'était ridicule. Il ne faut pas laisser ma femme avec 2 enfants puis partir. Puis, en tout cas. Fait que là, j'ai fait, ben, je pense que je ne pourrais pas le faire cette fois-ci. Je ne peux pas me permettre de partir 4 jours pour aller faire des périodes de travail intenses. Parce qu'avec cette compagnie-là, c'est un peu comme avec Robert. D'ailleurs, on vient de la même place, on s'est rencontrés, on travaillait pour Robert Lepage et pour Ex Machina. On a une tendance à s'installer dans une salle, puis faire des laboratoires de recherche, puis essayer des choses en direct. Fait qu'on a tous les appareils qu'on veut manipuler. Par exemple, dans le cas qui nous occupe, c'est des capteurs infrarouges ou des capteurs de mouvement, ou ce genre de choses-là. Puis là, on programme les affaires, puis on met des sons là-dessus dans mon cas. Il y a de l'éclairage, il y a de la vidéo, il y a plein de choses. Puis là, ben, on réagit Là, à tu ça. parles d'un projet, c'était de l'installation Ouais, en public, hein, en c'est fait, ça? tout à fait. En fait, si je pouvais vous partager l'écran, vous allez voir de quoi ça a l'air. Ça serait peut-être, ça vous donnerait une petite idée. Ça s'appelle l'îlot de chaleur, celui qu'on a monté ensemble. L'idée, c'est que c'est comme Ah un... oui, puis je ne sais pas si les gens le savent, là, mais vous pouvez même louer ces installations-là par la compagnie Créos, là. Souvent, ils Exactement, ont tout été à fait. créés pour comme Exact. Montréal en lumière et tout ça, là, mais C'est exactement ça ça dans ce cas-là. voyage. Voilà. Fait que dans ce cas-là, c'est comme une espèce de gros feu de joie, mais qui est constitué d'ampoules, en fait. Puis l'animation des ampoules fait que tu as l'impression que c'est un feu. C'est vraiment, vraiment cool. Puis la version numéro 1, les gens pouvaient... Il y avait plein d'affaires d'interactivité. Si tu danses autour, plus tu danses vite, plus la musique devient intense. Si tu donnes des coups de pied, c'est comme si tu donnais un coup de pied dans le feu, fait que ça fait des étincelles. Il y a un son qui vient avec ça. C'est ce genre de concept-là. Fait que, comme je disais, on s'installe dans une salle, on essaie des choses. On arrêtez de partager. Ah, mon Dieu, ça a marché, je suis très fier de moi. Bravo, Jean-Sébastien. Merci. Alors, ben, c'est ça, habituellement, on est dans la salle puis on fait ce genre de choses-là. Et comme je disais, ben là, à cause de la naissance de ma fille, je ne fais pas vraiment. Puis là, ben, mes collègues ont décidé, ils ont dit, bon, ben, c'est plate, on va essayer de le faire avec quelqu'un d'autre. Puis là, ben, le temps des fêtes a passé. Puis ils m'ont rappelé au mois de janvier, puis ils ont dit, en fait, sais-tu quoi? C'est trop compliqué de le faire avec quelqu'un d'autre parce qu'on est tellement habitué de le faire ensemble qu'essayer de tout expliquer notre méthode, ça ne marchera pas. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, on a décidé de faire quelque chose d'assez simple, mais qui a très bien fonctionné, en fait. C'est que comme vous savez, j'ai mon ordi de bureau derrière moi, ça c'est mon ordi pour composer de la musique. J'ai mon laptop à côté de moi. Ça, je m'en sers quand je ne suis pas à la maison. Alors, comme nous, on se parle aujourd'hui sur Zoom, ben, j'étais en communication constante avec mes amis à Montréal, comme ça. Eux étaient dans la salle de répétition c'était Skype à ce moment-là, mais c'est le même principe. Alors, j'entendais ce qu'ils me disaient, c'était un peu comme si j'étais dans la salle par cet ordinateur-là. Et avec mon ordinateur de bureau, ce que je faisais, c'est que je contrôlais l'ordinateur qui produisait les sons à Montréal. Alors, je le faisais avec TeamViewer. Maintenant, je le fais avec un autre logiciel qui s'appelle AnyDesk, mais ça revient à peu près au même. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est exactement comme si tu étais physiquement devant l'ordinateur. Alors, quand je tape sur le clavier, c'est pareil comme si on tapait sur le clavier à Montréal. Je bouge la souris, ça bouge là-bas. Bon.
Alors, ce qui était génial Si pour... vous avez jamais eu à faire du tech support à distance puis que quelqu'un a pris possession de votre ordinateur pour vous aider avec un problème technique, et Voilà. voilà. Ce qui est toujours fréquent parce que tu es comme Oui. wow! Tu vois les choses se promener. Magie! Fait, ce qui était bien dans mon cas, c'est que, évidemment, le problème de ne pas être dans la salle, c'est que on a beau dire la qualité sonore d'un petit micro sur un laptop avec tout le système de compression puis de companding et la qualité, le fait de compresser le son pour limité la bande passante. Le son est dégueulasse, en un mot. Fait que je ne peux absolument pas me fier là-dessus sur ce qui se passait dans la salle. Sauf que faut penser que tous les sons qui jouaient dans la salle, c'est moi qui les avais créés. Fait que je savais comment ils sonnaient, même si ça sonnait très, très pout-pout dans la salle, je savais que c'était un gros je n'avais pas besoin de l'entendre pour savoir ce que ça faisait. Alors, moi, j'avais créé tous les sons, j'avais créé des pistes de base, puis j'avais tout programmé ça dans un logiciel qui s'appelle Ableton Live. Et je contrôlais ce logiciel-là à distance, mais lui était branché sur tous les capteurs du système là-bas. Alors, quand eux, mettons, t'as donné un coup de pied, premièrement, je les voyais sur l'écran te donner un coup de pied, mais je voyais dans le logiciel ici qui me donnait le feedback, je voyais quel son avait été déclenché. Et fait que là, eux autres, ils pouvaient me dire « Ah, c'est cool, mais c'est trop fort. » Je pouvais aller dans Live, le changer comme si j'avais été là, dans le fond. Puis, je dois avouer qu'au Ça, c'est il y a départ... 4 ans que tu faisais ça. Absolument, absolument. Puis, OK. je dois avouer qu'au départ, j'avais pitché cette idée-là au gars en disant hey, on essaie tout ça. T'sais. Puis, je n'étais pas sûr que ça allait fonctionner. Puis, à chaque jour, j'étais surpris à quel point ça allait super bien. Puis, on faisait ça vraiment comme si on faisait une vraie période de création. C'est-à-dire qu'à 9 heures, je les appelais sur Skype, je laissais ça ouvert, puis je me connectais sur l'ordi à distance. Puis là, c'était comme ça jusqu'à 5 heures. Des fois, on dit ah ben, je vais me débrancher parce qu'il faut que je travaille pendant 2 heures de mon bar, puis là, c'est pas pertinent. Comme on fait là-bas en création aussi, des fois, il faut que je rentre dans mon monde à moi. Mais on était, dans le fond, totalement ensemble sans être ensemble. Puis, mon seul bémol par rapport à cette expérience-là, c'est qu'il y a un moment donné où eux avaient un doute à propos du contenu, pas sonore, mais musical, parce qu'il y a une différence pour moi entre tout ce qui est des bruits naturels et des sons musicaux, disons. Puis, il y avait un doute sur la direction musicale, parce qu'il y a une tune qui devient de plus en plus intense. Puis, il n'était pas sûr de certaines choses, puis là, il voulait me faire essayer une autre tangente. J'ai essayé ça, puis finalement, on est revenu à la première. Puis, après y avoir réfléchi, puis après en avoir parlé avec eux, c'est que j'ai l'impression que le seul problème quand on travaillait sur la version numéro 1, disons, c'est qu'il y avait des problèmes d'ajustement de niveau, puis peut-être d'égalisation. Eux trouvaient que ça faisait trop, je sais pas, trop brillant ou trop intense ou whatever, que si j'avais été dans la salle avec mes oreilles, j'aurais fait « Ah ouais, mais là, c'est parce que c'est... » Mais puis là, j'aurais passé une minute, puis ça aurait été réglé, puis j'aurais fait « Ah oui, OK. » Tandis que là, n'ayant pas cette capacité-là d'audition précise, ben, c'est eux autres qui me servaient un peu d'oreille. Puis là, ben, ça a été un peu comme flou, cette chose-là. Fait que si j'avais été physiquement là une ou deux fois, quelque part dans cette période-là, ça aurait été beaucoup plus efficace, je pense, pour réaligner des choses. Puis ben, comme ça fait 4 ans et que je continue à habiter dans la région et que je continue à travailler à Montréal, ma fille est plus grande maintenant, j'ai plus besoin de s'occuper d'elle à 24 heures sur 24, mais je suis rendu... j'aime ça rester chez moi. Alors, j'essaie de limiter mes déplacements le plus possible. Fait que je continue à travailler de cette façon-là. Mais on a fait une autre création avec Atomic 3, la même chose. Mais cette fois-là, je suis allé de façon sporadique à Montréal. À chaque semaine, mettons, je suis allé passer 3-4 heures. Juste pour aller voir les choses, pour réaligner les affaires si ça avait une petite tendance à désaligner. T'sais. Puis ça, ben, c'est ce qui fait que justement, je suis arrivé à un juste milieu entre être capable de travailler chez moi, le faire à l'horaire que je veux, moi aussi. Puis, évidemment, en réussissant, il faut se connecter puis se parler, eux autres puis moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se dire, bon, ben, on travaille chacun de notre bar, puis la prochaine fois qu'on se connecte, c'est quand? Mardi à 10 h. OK, ça va pour tout le monde? Excellent. Bon, ben ça, c'est super comme flexibilité. T'sais. Au lieu de dire, OK, là, mardi, il faut que je descende à Montréal. Oh boy, OK, parce qu'il y avait d'autres choses à la maison. Là, c'est aucun problème, ça prend 1 minute. Fait que ça a fonctionné très bien pour ça. Ça continue de bien fonctionner pour d'autres projets aussi.
où je prends le contrôle de l'ordi qui fait le son à distance. Je l'ai fait sur d'autres projets aussi. Puis l'affaire qui a été Vois-tu une grande différence comme pré-pandémie, post-pandémie? Ben là, pour être bien honnête avec vous, depuis la pandémie, ça donne que tous les projets que je devais faire ont été stoppés de toute façon parce qu'ils étaient dans un lieu de diffusion public. Alors, on était en création, puis ça a pris, ça a freezé un peu. Puis moi, étant à la maison, ma femme, son travail, ça s'est vraiment pas ralenti, c'était le contraire. Fait que c'est moi qui est devenu le gardien des enfants. Fait que j'avais même pas le temps pour embarquer dans d'autres choses. Je le fais le soir, là, ces temps-ci. Fait que j'ai pas vu de grande différence, évidemment. À part le fait que peut-être que si je le faisais avec 2 enfants puis une conjointe qui utilise Zoom, dans le fond, peut-être ma bande passante commencerait à écraser un peu. Ouais. 2 Netflix, Zoom à côté. Ouais. Fait que, mais non, sinon, mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas aussi bien, dans le fond. Puis la seule chose que je veux dire, puis que j'ai upgradé dans mon affaire, c'est qu'à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené parce que j'ai plein d'anciens laptops qui ne servent pas à grand-chose. J'ai mis un ordinateur dans la salle, un autre, parce que pourquoi pas. Ah ouais. Qui, lui, ne faisait que streamer de l'audio de la salle avec des bons micros. J'ai utilisé un logiciel que je ne me rappelle même plus c'est quoi le nom, parce que ça fait 4 ans, puis il y a sûrement quelque chose de meilleur que ça. Là. Il y a la plateforme que François et Julien ont utilisée, c'est exactement le genre d'affaire que je pourrais prendre maintenant. Mais que ça, j'avais mis 2 bons micros dans la salle, puis ça m'envoyait l'audio pas compressé, pas à travers l'algorithme de Zoom ou de Skype qui sonne dégueulasse. En fait, la grande majorité du temps, j'utilisais l'interface de Skype parce que c'était plus facile pour se parler. Mais quand quelqu'un me disait « Ouais, ça sonne un peu bizarre », là, je faisais « OK, attends un petit peu. Là, je vais écouter mon stream direct. » Puis là, c'est pas mal comme si j'avais les 2 oreilles. Là. Fait que ça m'aide beaucoup quand j'ai à faire ce genre de choses-là. Fait que c'est le seul upgrade que je devrais dire que j'ai fait depuis ces 4 ans-là, mais ça fonctionne vraiment super bien. J'ai fait un show avec des amis en Suède, puis ça a fonctionné aussi, ce genre de setup-là. Je suis allé quelques fois, mais la grande majorité du temps, j'étais pas là, puis ça a fonctionné aussi. Fait que voilà. Très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Là, je vais inviter les autres à se joindre à nous. T'en prie. Puis peut-être que vous avez des questions entre vous autres. Sinon, comme j'ai mentionné plus tôt, à tous les participants, si vous voulez poser une question de vive voix, vous n'avez qu'à utiliser la fonction Raise Hand ou Lève la main. Je vais voir qui a levé la main et je vais demander à Isabelle de vous démuter. Sinon, vous pouvez également poser les questions dans le chat et je pourrai les relayer à nos panélistes. Donc là, je vais vous donner la chance entre vous autres. Est-ce qu'il y a des gens entre vous qui avaient des questions à poser aux autres panélistes? Tu veux-tu me faire un enfant, Jean-Seb? Sure. Maudit que je t'aime. Non, mais pour vrai, je veux juste souligner mon appréciation de tout ce dont tu viens de parler. Pour dévoiler tous nos secrets, on collabore avec Jean-Sébastien. Il a aussi fait la musique de synthèse de la saison 2. On aime ça travailler avec lui. Puis chaque fois que je t'entends parler de ton travail, ça me donne le goût de découvrir et d'apprendre plus de choses. Je trouve ça tellement hâte que tu prennes le temps de parler de ces choses-là, Jean-Seb. Je t'écouterais des heures encore. C'est vraiment fou. Ben, merci, tu es bien gentil, mais quitte à se flatter chacun, je veux vous remercier aussi parce que l'expérience de synthèse, c'est drôle parce que quand j'ai rencontré Julien, moi, j'avais écouté Synthèse la première saison, j'avais vraiment capoté là-dessus. Puis là, j'ai dit, OK, s'il y a du monde avec qui je veux travailler, c'est bien eux autres. Puis ça a été vraiment une expérience super, mais avec toi, Julien, bien sûr, puis avec Francis, puis toute la gang. Mais je dois avouer que j'ai vraiment trippé aussi d'avoir François qui a fait le montage son, parce que je dois vous avouer que quand on fait... Autant j'aime prendre tous les aspects de la création audio sous mon aile, parce que c'est plus simple des fois d'intégrer toutes sortes d'affaires, des bruits, de la musique, des effets sonores, des bons. Autant, des fois, c'est bien difficile de se situer. Est-ce qu'on va dans une bonne direction ou non? Puis là, le fait de pouvoir faire des tracks chez nous, puis là, de donner ça à un réalisateur puis à un monteur, puis là, après ça revient, puis c'est utilisé d'une façon que je n'avais vraiment pas pensé. Ah oui, ça marche super bien. Ah oui, là, côté là, c'est génial. Il n'y a rien de plus le fun. C'est vraiment cool. le super trip à fond. Là. Fait que j'en profite pour vous dire merci encore une fois. Puis, tu sais, je trouve ça hot, ce qu'on développe, là, je vais être chauvin encore une fois, mais dans l'Outaouais au grand complet, tu disais Francis Faubert qui a fait la musique avec nous, qui
qui est maintenant établi dans la petite nation, tout proche de Twist. Il y a des gens comme sur tout le territoire. Ça nous permet de travailler ensemble, de faire des projets en Outaouais avec des expertises qu'on développe ici. Puis évidemment, là, Jean-Seb, t'es invité à aller travailler partout en Europe, partout dans le monde. Puis Twist a une renommée qui dépasse vraiment les frontières de l'Outaouais. Puis c'est vraiment hot, mais on se retrouve souvent à travailler ensemble, justement, comme on l'a fait avec Twist pendant 2 ans pour la série de balados. On a débarqué là avec le camion, on a fait des podcasts, puis nous, ça nous permet de découvrir une nouvelle niche, puis de sentir à quel point la communauté est vibrante, tant dans l'artisanat que dans le patrimonial, que dans l'artistique, que dans le communautaire. Puis je trouve ça vraiment inspirant de voir que c'est ça, on développe ces niches-là, mais qu'on travaille tous ensemble quand même, puis que ça ne nous dérange pas de faire du transversal des fois. Jean-Seb qui était plus habitué, qui ne faisait pas du podcast avant, mais on a décidé d'en faire ensemble. Twist qui est un festival, un événement de textile, mais qui, étant donné que dans cette communauté-là, il y a beaucoup de YouTubers et de podcasteurs, ben on fasse des alliances ensemble comme ça. Puis j'ai l'impression qu'avec la crise, on va aller de plus en plus vers ça. Pas qu'il y ait un repli sur soi-même, mais on investit nos communautés différemment. Nous, on est dans le Vieux-Elmer, puis on le sent depuis le mois de mars, cette espèce d'esprit de communauté, de travail artistique, puis on veut vraiment s'investir dans cette direction-là en se disant, ben il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des créateurs d'ici, puis développer des nouvelles expertises, des nouvelles expériences dans la région. Puis je trouve que ça se fait super bien en ce moment. Fait que des genres de discussions comme aujourd'hui, ça ne fait que m'inspirer encore plus. Puis il y a tellement de belles collaborations futures à faire ensemble. Moi, ce que j'aime aussi de ton approche, Julien, c'est que tu t'intéresses beaucoup au contenu. C'est qu'est-ce qu'on va dire, qui on va rencontrer. Puis, tu aimes tester les limites de ton contenant. C'est vraiment sortir du cadre. Puis, en tout cas, vous êtes super inspirant. C'est vraiment le fun. Mais ça revient aussi un peu à ce qui a été dit lors de la dernière conférence de Culture Outaouais qui parlait de la culture en tant que levier économique. Puis ce qu'on avait cerné comme peut-être le manque en Outaouais, c'était ces autres joueurs-là qui viennent tisser des liens entre toutes ces différentes dynamiques-là pour créer un écosystème culturel qui se tient fort puis qui n'a pas besoin de dépendre de d'autres marchés culturels comme Montréal ou Québec. Êtes-vous d'accord? Je suis totalement d'accord. Puis ce qui est surprenant, c'est qu'en Outaouais, on est reconnu quand même pour l'effervescence de notre économie sociale. Il y a plein de projets, justement, qui tissent ces liens-là dans plein de secteurs. Donc, c'est des fois très surprenant de voir qu'il y a peut-être des manques encore en culture parce qu'on est les travailleurs les plus créatifs. Je ne suis pas en train de dire que je prône de se réinventer à tout prix, là. N'entrons pas dans ce débat-là. Mais tu sais il y a tellement d'alliés, d'initiatives sur tout le territoire de l'Outaouais aussi. Puis ça, Culture Outaouais le fait magistralement dans les MRC de la région. On ne se limite pas juste à la ville de Gatineau. Puis c'est comme ça depuis les, je sais pas, 5-10 dernières années avec les événements, les conférences. On parlait du festival de Wakefield tout à l'heure. Tout ce qui se passe dans les pôles à Chelsea, à Saint-André-Avelin. Je trouve qu'il y a vraiment une espèce de concertation qui se fait. Je suis assez optimiste pour l'avenir. Puis, comme je vous disais, je sens que cet intérêt-là pour la création locale, la création d'emplois dans la région, puis les projets qu'on essaie de mettre sur pied doivent pas se limiter seulement à combien de projets François et moi on est capable de faire chez Transistor, mais plus d'inclure des travailleurs du théâtre, d'inclure des travailleurs de la littérature. On est en train de donner pour un projet cet été des cartes blanches à des autrices de la région. Nous, ça nous fait triper parce qu'avec 2 autres organismes ou 3 autres organismes avec lesquels on travaille, on s'est un peu divisé nos champs d'expertise. Nous, on se retrouve dans plus le parler, la littérature, parce que ça nous intéresse au bout. On rentre en contact avec d'autres créatrices comme ça qui, on l'espère, vont développer leur sentiment d'appartenance et cet objectif d'autosuffisance culturelle dans le travail, pas dans la consommation de culture, mais je pense qu'on peut espérer arriver à ça, puis
quand même à court terme, là, parce que ça bouge dans la bonne direction. Puis Daniel Coutu, là, qui était à la précédente conférence, en est un bon exemple de leadership. Puis il y a plein d'autres gens avec qui nous, on a commencé à tisser des liens, puis on veut continuer à le faire. Puis des fois, c'est un organisme qui nous appelle pour travailler avec une autre personne avec qui on a déjà travaillé, puis ces contacts-là se passent. C'est vraiment dans la transdisciplinarité, à mon avis, qu'on va arriver à combler ces espèces de trous-là dont tu parlais, Scott. Je suis très d'accord avec tout ça. Puis je pense qu'on a le potentiel ici en Outaouais de pouvoir créer des choses qui sortent de l'ordinaire puis qui vont peut-être même aller inspirer les plus grands marchés culturels à essayer de nous copier. Et non que nous, on essaie de faire de même. Ben écoute, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat ou entre vous autres, je pense que c'est le bon moment justement de mentionner que tout ça, c'est dans le cadre d'une collaboration qu'on a faite avec non seulement Culture Outaouais, mais Tourisme Outaouais, la Ville de Gatineau, Silex et l'École des entrepreneurs du Québec pour développer l'entrepreneuriat culturel en Outaouais. La Ville, avec ces acteurs-là, ont lancé un programme de formation pour vous aider dans le virage numérique. Il y avait 100 places, il y en a 95 déjà prises, il en reste 5 places. Donc, vous pouvez vous inscrire directement sur le site web de l'École des entrepreneurs du Québec. Pour 50 $, ça donne accès à 9 heures de formation et 3 heures de coaching personnel. Je serai un des coachs qui va accompagner ces entreprises à se virer vers le numérique. Puis vraiment, ça, il n'y a pas de formule magique, je pense. Puis si aujourd'hui prouve quelque chose, c'est que chacun avait sa propre formule puis qui était capable de créer quelque chose. Fait que oui, c'est bien, puis tant mieux, ils ont créé des outils. Vous pouvez vous référer à ces outils-là, mais trouver les solutions qui sont vraiment propres à vous pour mettre en valeur ce que vous faites de différent et ne pas essayer de copier les autres. Fait que merci à Culture Outaouais, merci à la Ville de Gatineau, merci à l'École des entrepreneurs du Québec et Tourisme Québec, Silex et tous les autres partenaires. À cause c'est grâce à ces partenaires-là qu'on va pouvoir justement créer ce bel écosystème culturel effervescent qu'est l'Outaouais. Sur ce, je remercie à tous nos panélistes aujourd'hui d'avoir contribué. Honnêtement, j'ai tellement appris aujourd'hui. J'ai pris vraiment beaucoup de notes. Comme qu'on a mentionné plus tôt aussi, tout ça va être rediffusé ensuite sur Facebook par Culture Outaouais. Donc, partagez grandement. Les outils que nos panélistes ont créés vont être partagés aussi. Si vous avez des questions, référez-vous à Culture Outaouais et on pourra partager les ressources avec tout le monde. Hey, merci à toi, Scott, pour le travail d'animation d'enfer. Si tu prends d'autres gigs, j'aimerais ça que tu animes mon Zoom de la fête des pères là, la semaine prochaine. On sera en contact. OK, good. Ben, encore une fois, merci à tout le monde. Merci à Culture Outaouais et on vous souhaite un très bel après-midi. À très bientôt, tout le monde. Merci. Salut, merci beaucoup. Merci.